Donc je vais donc parler de mon expérience à la fois pratique et académique du Montreux Jazz Festival, donc que je regarde en tant que coordinateur sécurité, mais aussi en tant que doctorant. Donc je vais essayer un peu de montrer comment la pratique nous aide à tirer des enseignements et puis à mieux penser comment organiser cette vie festive. Donc dans la première partie de la présentation, je vais parler du contexte et d'éléments relatifs au territoire du festival. Puis on se rendra hors de l'événement, là où parfois il déborde. Et puis on va voir en fait ce qui se joue dans la marge de l'événement et les questions que ça pose en termes de gestion de sécurité. Puis je finirai sur l'idée et le concept de médiation urbaine pour coproduire justement la ville festive. Déjà juste quelques mots-clés qui sont au centre de la réflexion. Le centre et la marge, le dedans et le dehors. La doctoresse Hauser m'a aussi également tendu la perche avec l'idée de périmètre et puis de perméabilité. Enfin, c'est clairement ce que je vais développer aujourd'hui avec l'idée de frontière. Et l'idée de frontière est assez intéressante parce qu'en même temps, une frontière, c'est quelque chose qui sépare deux espaces qui ont des propriétés différentes. Mais c'est aussi ce qui les réunit en fait. Parce que qu'est-ce que partagent deux entités séparées si ce n'est la frontière? Donc c'est un peu l'idée au centre que je vais développer aujourd'hui. Mais avant toute chose, une petite mise en contexte du Montreux Jazz Festival et de son territoire qui est loin d'être homogène. Donc, on a déjà une offre payante assez classique pour un festival avec 3 salles de concert dans l'Auditorium Stravinsky, le Montreux Jazz Lab et le Montreux Jazz Club. Pour ces lieux, il y a une frontière extrêmement nette entre le dedans et le dehors. Ce ne sont pas des espaces publics à proprement parler, il faut un billet pour rentrer, et les enjeux de sécurité sont un peu les mêmes que pour des salles de concert ordinaires, c'est-à-dire contrôle des billets, fouille des sacs, gestion de la foule, des gardes de scène, dispositif médical, artistes, voilà. C'est assez une gestion classique de la sécurité. Mais pour autant, ce format-là, il correspond à seulement 40% des festivaliers du Montreux Jazz Festival. Parce qu'il y a 60% des festivaliers, et c'est même plus que ça, qui accèdent gratuitement et plus ou moins librement à l'événement. Plus ou moins parce qu'on a des lieux qui sont gratuits mais définis dans l'espace du festival. Comme le Strobe Club qui est un lieu dédié aux musiques électroniques. Un club avec 1200 personnes de capacité, ouvert de 22h à 5h du matin tous les soirs. À l'entrée du Strobe Club, la frontière, elle agit comme une modalité de sécurité. L'idée c'est d'incarner une limite. Donc on contrôle des identités, on contrôle des âges, la limite c'est 18 ans, on contrôle des sacs, et on contrôle aussi les corps, c'est-à-dire qu'on fouille. Voilà. On voit ici l'incarnation de cette frontière qui n'est pas du tout une limite, une ligne, mais elle est épaisse, avec un dispositif à la fois matériel et humain. Donc au niveau des matériels, on voit un barriérage, la signalétique, au niveau humain, on voit des physionomistes qui accueillent, contrôlent les identités, et notre partenaire officiel de la sécurité, Securitas, qui se charge de la palpation de sécurité et du maintien de l'ordre, notamment, dans ce lieu. Donc ils ont plein d'autres missions, mais dans ce lieu-là, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, ça c'est un peu une modalité classique, finalement, on fouille à l'entrée des salles, on voit aussi que le terrorisme pousse aussi à poser des questions dans qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on n'interdit pas, voilà. Mais le cas du Montreux Jazz, il est particulièrement relevant pour l'exemple de qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de frontière en fait. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà, oui la plupart peut-être, vous êtes déjà venus, vous intervenez dans le cadre du Montreux Jazz, il n'y a pas de frontière nette entre le dedans et le dehors. On peut se promener, ça c'est une arche en néon qui est disposée, enfin il y en a 5 qui sont disposées au point d'entrée du festival, mais c'est tout, on passe dessous, on ne se rend même pas compte qu'on est rentré ou sorti d'un périmètre. Et puis on arrive du coup en passant sous ces arches, on se promène sur des quais, complètement librement, au bord du lac, sur des terrasses, au parc. Là, il n'y a aucun contrôle. Donc contrôle en termes de frontières. Et puis c'est pas nouveau, on peut sortir des images de 1970 du festival, s'asseoir dans l'espace public et puis écouter un concert, boire des bières, c'est classique. Donc pour résumer juste l'idée de cette perméabilité du périmètre, avant d'aller sur la suite, c'est qu'on peut ni totalement protéger le festival comme une forteresse, mais on ne peut pas non plus le contenir dans son périmètre. Puis c'est ce qu'on va voir maintenant, comment le festival déborde de ce qui était prévu. Puis pour ça, en fait, c'est assez simple, on peut se rendre au parc Vernet, c'est le parc que vous avez vu juste avant, si jamais. On organise tous les samedis des silent disco, donc on distribue 2200 casques, que vous pouvez voir là. Et puis que l'événement qui est prévu à la base, c'est au parc.
donc au parc. Mais si on se promène et qu'on sort de ce parc et on remonte le quai, on sort donc du périmètre du festival, devant l'hôtel du Royal Plaza, il y a des casques. On continue encore plus loin, au parc Jean Villargier, qui est clairement hors du festival, hors du périmètre. Il n'est même pas sur la carte de conduite d'ailleurs. Il y a des casques aussi qui se promènent. Finalement, l'événement déborde et ça crée un événement à l'extérieur du festival. Et puis c'est là qu'on va se rendre à présent pour discuter un peu de qu'est-ce qui se passe dans ce parc, parce qu'il faut s'y intéresser plutôt que d'y avoir peur. Donc c'est un parc qui devient festif par lui-même. Ce sont des centaines de jeunes qui, chaque soir de festival, pendant tous les jours, pendant 16 jours, alors, il y a clairement des pics le week-end et les jeudis soirs, ces jeunes se retrouvent et ils occupent ce parc public situé en marge. Ils cultivent ici un entre-soi festif, ils sont comme chez eux, ils achètent de la nourriture et des boissons qui viennent de l'extérieur, pas du tout du festival. La musique vient de leurs enceintes portables, des boombox. Et puis, au cours d'une observation, il y avait c'est aussi mon terrain de recherche, du coup je vais aussi faire des entretiens, je vais voir les jeunes. Et... Il y avait une jeune fille de 17 ans qui me disait le jazz c'est pour les darons et les daronnes, donc les papas et les mamans. On préfère teaser ici, donc boire et fumer. Entre nous, on est bien. On ira peut-être plus tard quand il y aura moins de monde sur les quais. Par contre, on vient mardi soir pour le concert de Roméo Elvis. C'était un lieu gratuit, un autre comme le Straume. On voit donc que ces jeunes, ils ne désirent pas forcément se mêler au festival, ou alors pour des occasions spécifiques, un concert de hip-hop. Mais c'est de leur âge finalement de se distancier des parents, expérimenter l'espace et la vie publique. Ça fait partie du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et puis, les jeunes qui occupent l'espace public, et les moins jeunes aussi, c'est un phénomène qu'on trouve partout. Les chercheurs l'observent. D'ailleurs, là, dans une petite citation de Madame Sanchez qui dit « Les jeunes ont un usage habitué des recoins sensiblement délabrés de certaines places publiques, espace à la fois intrigant et dérangeant, permettant une quiétude relative mais indiquant simultanément le rassemblement d'une certaine marginalité capable de soulever la méfiance du passant ordinaire. » Le sociologue Marc Brévilléry parle de cachette pour qualifier ces recoins où les jeunes ils se retrouvent pour grandir ensemble, un peu loin de l'adulte. Pierre Montreux, ce phénomène, il pose aussi des questions, il intrigue, soulève des méfiances et parfois il déborde beaucoup. Je ne vais pas revenir sur les détails de ces événements qui ont émaillé la dernière nuit du festival 2017, que j'ai vécu du coup de l'intérieur en tant que coordinateur sécurité. Mais par contre, je vais juste remettre au centre de l'analyse vraiment de l'espace. Ici, et puis on s'emploie dans la presse, c'est clairement ce qui est mis en avant, baston géant en marge du festival. C'est dehors du festival. Sous-entendu, ce n'est pas le festival. Donc dans la presse, on peut lire les casseurs étaient étrangers au festival, ils possédaient pas de billets. Certes, mais rappelez-vous comme 60% du public du festival. Du coup, ce genre de situation nous pose la question de mais qui est le public du festival en fait? Parce que ces jeunes qui sont à l'extérieur du festival, qui ne se donneraient pas rendez-vous s'il n'y avait pas de festival, ils font partie du public. En 2011, il y a eu des événements relativement similaires, alors ceux-là, je ne les ai pas vécus de l'intérieur, mais je les traite dans ma thèse, et puis notamment par entretien et puis par analyse de presse. Ça me permet de dire qu'il y a une différence fondamentale entre 2017 et 2011. En 2017, les heures ont lieu à l'extérieur du festival. En 2011, c'est dans son cœur, vraiment. Ça commence presque sur la place centrale du festival. Donc là, vous voyez bien qu'on ne peut pas dire dans la presse que les heures étaient à l'extérieur du festival. Et là, il y a un processus assez, c'est plus une anecdote, il y a un processus intéressant de marginalisation de la violence. Du coup, c'est plus l'espace qui met la violence à l'extérieur, mais c'est des codes plus socio-culturels. On l'associe à l'époque. Et un phénomène finalement assez, du coup, qui est plus du tout marginal, car c'est carrément le style musical qui a le vent en poupe. Mais voilà, là, on dit que c'était des jeunes violents, ils écoutent du rap, ça les excite. C'est une analyse qui est clairement réfutée par les partenaires sécurité et également par le festival, par les médias. Alors il y avait un concert hip-hop ce soir-là, mais à l'auditorium Stravinsky avec des billets qui oscillaient entre 120 et 180 francs. Je pense pas que c'est eux qui ont créé une émeute. Mais voilà, ça c'était un peu pour mon message sur l'espace. Et puis là on voit bien que du coup, le festival qui n'a pas de frontières incarnées, c'est comme s'il était complètement vulnérable. L'accessibilité devient un facteur de vulnérabilité. Puis c'est un bien qu'on peine à protéger, et puis sans frontières, est-ce qu'on est condamné à des bagarres? Puis c'est un phénomène typiquement urbain, d'ailleurs c'est ce que soulève cet article paru dans Le Temps en
Maintenant, la question, c'est que quand on produit une ville festive, un espace public festif, la caractéristique première d'une ville et d'un espace, c'est donc d'un espace public, c'est qu'il devient possible à partir du moment où ceux qui s'y trouvent pensent que tous les autres membres de la société pourraient y côtoyer. Donc, ça devient difficile de produire un espace public en excluant un certain public qui nous dérange peut-être. Et la question que ça pose, et c'est des questions qu'on s'est posées de manière très concrète à l'issue de l'édition 2017, quelle politique de sécurité pour ces espaces publics? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plusieurs options. La première option, c'est un peu deux axes de réflexion. Le jeune, c'est pas vraiment un public, c'est un étranger qu'il s'agit de maintenir à la marge. Du coup, on peut travailler sur la frontière, on peut renforcer la présence policière, on peut renforcer, on peut créer même un périmètre avec des contrôles. On peut étendre le périmètre et inclure le parc, comme ça on contrôle. Mais ça paraît un peu adapté finalement, parce qu'on se retrouve à juste diluer la problématique et à la repousser plus loin. Peut-être à Clermont, à Vevey, je sais pas. Donc on a décidé, c'est vraiment un projet co-construit avec nos partenaires sécurité, les autorités, de travailler complètement à l'envers et puis de ne pas parler de frontières, pas travailler sur l'exclusion, mais travailler sur le lien et l'intégration. Parce que le jeune public, c'est un public qu'il s'agit de comprendre et d'accompagner. Et de là vient la stratégie de médiation urbaine. Alors autant être honnête, on ne l'a pas inventé, ça se fait dans la ville de Lausanne avec les correspondants de nuit, ça se fait avec Jean-Philippe. On a juste voulu renforcer quelque chose qui existait déjà à Montreux, mais de manière très marginale, on dira. Et du coup, on a mis en place ce projet. Et l'idée, c'est vraiment de créer les conditions favorables à l'occupation festive de l'espace public par les jeunes. Donc, qu'est-ce que c'est la médiation urbaine à Montreux? Quelque chose de très concret maintenant. Ce sont des travailleurs sociaux. Ils parcourent et ils observent l'espace public. Peu importe, ils vont entre le dedans, le dehors du festival, jusqu'à la gare. Oui, alors ils savent qu'il y a des frontières théoriques qui existent, mais ils n'en tiennent pas forcément compte. Ils se promènent. Ils analysent, ils identifient, ils rapportent des problématiques potentielles, ils orientent certaines informations. Ils entrent en contact aussi avec le jeune public, pas seulement le jeune public, n'importe quel public. Le but, c'est de créer du lien, d'échanger, d'informer. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est de limiter les conséquences négatives de la fête, mais on ne pose pas de regard moral. On ne veut pas interdire la consommation, c'est pas notre rôle. On n'est pas leurs parents. Voilà, on doit juste les accompagner là-dedans. Et puis à Montreux, on a voulu raconter des histoires, construire un sens à ce dispositif. On n'a pas juste mis des t-shirts là au milieu, des t-shirts rouges, et puis voilà, essayer de vous débrouiller avec les jeunes. Non. Donc déjà sur le t-shirt, on voit très bien l'idée de coproduction, parce que c'est un dispositif vraiment qui a été pensé du début à la fin, du débriefing de 2017 jusqu'à la mise en œuvre, vraiment avec les autorités, avec le service des affaires sociales de la ville de Montreux, avec le SECO, avec qui on collabore, la police. Voilà, c'est vraiment un projet co-construit. Qu'est-ce qu'ils font? Et puis, bon, au-delà de ça, donc, je vais quand même vous expliquer ce que signifie le mot Guerabas, qui est une idée des travailleurs sociaux de Montreux. En fait, Guerabas, c'est le nom qui est donné aux porteurs d'eau. C'est un métier très ancien qui, jadis, était l'un des piliers des souks au Maroc. A priori, pour l'instant, il n'y a pas grand lien, mais habillés en rouge et en costume traditionnel, ces Guerabas, ils étaient repérables de loin, ils se promenaient dans la ville et puis ils distribuaient de l'eau aux passants et aux marchands. Ils prenaient soin des gens, en fait. En fait, à Montreux, c'est exactement le même schéma, sauf que le souk, c'est le festival. Et puis ces Guerabas, ils distribuent des bouteilles d'eau, ils modifient, là on les voit sur l'image de... je sais plus. On voit ces Guerabas qui changent les étiquettes des bouteilles d'eau et puis qui mettent des messages de prévention, des messages sympas, des messages d'accueil, bienvenue, et qui sont signés à la fois de la commune et par le festival. Donc, puis l'objectif, alors, il n'est vraiment pas que d'hydrater, vous avez bien compris. Juste quelques mots sur qu'est-ce que c'est la médiation urbaine en pratique. Qu'est-ce qu'ils font à part se balader? Là, on a une image du parc, par exemple, avec on voit un Gueraba qui est debout au milieu de la foule. Donc, l'idée, c'est qu'ils approchent et ils échangent avec la bouteille d'eau comme support de communication. C'est un moyen de rentrer en contact, c'est intriguant, prends soin de toi, bois pas trop, tu peux boire de l'eau, ça fait du bien. Et l'objectif au-delà de tout ça, c'est pas seulement de donner de l'eau, c'est de créer de la discussion autour de différents sujets. Ça dépend de ce qu'ils amènent les jeunes, la fête, la famille, la sexualité, enfin voilà, plein de sujets peut-être de leur âge. Et puis dans ces situations d'échange, les travailleurs sociaux ils peuvent identifier les risques aussi. Ils ont une méthode visuelle commune,
qui essayent pas des smileys verts, jaunes, rouges. En gros, ils discutent avec un groupe de jeunes, et puis ils s'identifient, ils voient très bien, un jeune est très réceptif, pas très alcoolisé, il est ouvert, voilà, et c'est quelqu'un qui est avenant, voilà. Il y a des smileys jaunes aussi qui sont un peu entre deux, voilà, il ne faudrait pas grand chose pour qu'ils basculent dans quelque chose de dangereux pour eux ou pour leurs collègues, mais il ne faut pas grand chose non plus pour les garder du côté vert. Et après il y en a des rouges, alors voilà, ils sont peut-être soit beaucoup plus énervés, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font que certains sont plus réceptifs que d'autres. Et puis l'objectif c'est vraiment de favoriser la solidarité entre pairs, et puis finalement on va voir si, est-ce que les rouges, est-ce que celui qui est en difficulté avec, alors pas un coma éthylique, mais qui est mal avec l'alcool, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il est accompagné de gens? Est-ce que quelqu'un va le ramener à la maison ou pas? Voilà, l'idée c'est vraiment de prendre soin. Puis aussi briser la glace et d'écrire le scénario, parce que si tous ces rouges et ces jaunes, on arrive à les tirer vers le vert, on évite des émeutes par exemple. Et donc voilà, je l'ai dit, la bouteille d'eau comme support qui vient un peu aussi reconfigurer la situation. Quand on donne une bouteille d'eau, on signifie aux jeunes qu'il est le bienvenu aussi. Et l'objectif vraiment, c'est veiller sur eux et non pas les surveiller. Voilà. Donc la médiation en résumé, c'est vraiment un complément aux missions de sécurité classiques. Et comme l'évoquait M. Frédéric Pioul, directeur de l'association de sécurité Riviera, dans une interview parue le 28 septembre 2017, la sécurité ne se résume pas à la police, chacun peut y contribuer. C'est d'ailleurs le titre de l'article. Et bien la médiation urbaine, ça s'inscrit exactement dans cette idée. Nous, on veut contribuer, se situer en amont et surtout pas remplacer la police, qui est clairement nécessaire, mais juste se situer en amont, c'est-à-dire se mettre un peu comme un dispositif, un tampon entre le jeune et lui-même. Bon, on l'a vu, ses consommations, enfin voilà. Entre le jeune et ses pairs, en cas de début de conflit, des fois il y a aussi des petits groupes, enfin il y a de l'historique aussi entre ces jeunes de Claremont, de Vevey, de Villeneuve, enfin, voilà. Entre le jeune et la police, on sait qu'à cet âge, quand même, l'uniforme a tendance à peut-être éveiller l'animosité de certains jeunes, et qui, aussi, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit aux jeunes qui occupent l'espace public de manière festive, que si le seul contact qu'il a entre lui et l'événement, c'est un uniforme policier, c'est pas vraiment ce qu'on veut a priori. Donc voilà, c'est aussi un tampon entre le jeune et la police, et entre le jeune, l'événement et la ville, parce que l'idée c'est vraiment de réduire les risques pour lui, mais aussi d'apaiser l'espace public, de diminuer les nuisances sonores, de donner un sens à tout ça. On a dit, puis on ne s'occupe pas que du jeune public, et puis... Alors voilà, à côté des Guérabas, qui eux sont vraiment là tous les jours, de 21h à 6h du matin, les Guérabas. Et puis, aux alentours de 4h30, 5h du matin, là au moment où il y a les derniers lieux de nuit, dont le Stroke Club qui ferme, on a mis en place ce qu'on appelle la Team Hangover, donc la Team Gueule de Bois. C'est une équipe qui distribue des croissants et de l'eau gratuitement à qui veut venir. N'importe qui peut venir et prendre de l'eau, enfin voilà. Et puis, c'est quoi l'avantage de cette Team Hangover justement? C'est déjà une attention qui calme, qui aide, qui crée du lien. Les gens, ils sont vraiment super surpris, et puis ça donne lieu à des discussions étonnantes. J'étais là le premier soir, à 5h du matin, où on a mis en place ça. Et puis il y a quelqu'un, un festivalier qui vient vers moi, et puis, il me dit de manière très éméchée, en même temps il me fait un câlin aussi. C'est génial, mais pourquoi vous faites tout ça? Il n'y a personne qui prend soin des bourrés et des drogués, normalement. En Asie, moi je lui ai répondu, mais tu sais, on t'a accueilli, on t'a accueilli pour venir dans notre club, t'es apprécié la musique et tout. Pour nous, l'hospitalité, c'est accueillir, mais c'est aussi savoir accompagner le retour et puis accueillir le jour. Puis ça aussi, ce sport, il possède l'avantage de garder les gens un peu sur site. Parce que voilà, les lieux de nuit ferment à 5h, il y a les premiers trains vers 5h15, 5h30, puis l'attente, cette petite période de latence, elle peut des fois suffire à faire exploser des situations, ou simplement des nuisances sonores pour les riverains de la gare, par exemple. Et puis, juste à titre d'anecdote, on voit sur la photo qui est tout en bas, juste derrière, on voit deux agents de notre partenaire Securitas qui sont en train de discuter tranquillement, donc la fin de nuit doit être assez calme. Et puis, résultat 2018, parce qu'on tire les enseignements, on avance. En 2018, on a en tout cas moins de bagarres, on a des bagarres moins violentes. Et puis les bagarreurs du jazz du festival se sont fait arroser. Alors, non pas de stopper, mais d'eau. Et puis, voilà. Après, certes, il y aura toujours des problématiques, des délits, des rixes, comme dans la société en général. Et puis, quand on rassemble 250 000 festivaliers, on concentre aussi des problématiques.
mais il s'agit justement d'enrôler la majorité et de circonscrire les fauteurs de troubles pour éviter une forme de contagion négative. Donc, en résumé, cette idée de coproduction que je voulais avancer aujourd'hui, c'est coproduire ensemble, donc entre autorités, services officiels, organisateurs, et puis clairement, je suis très enchanté de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui par rapport à ce travail sur les entre-deux, sur c'est quoi où s'arrête le travail de l'un et où commence celui de l'autre. Enfin, mais c'est aussi pour moi produire avec le public, parce que en plus, le public classique du festival de Bayonville, mais ce public qui se rassemble dans le parc du Village, l'événement n'aurait pas lieu sans eux. En fait, ils produisent un événement autant que nous on produit un événement. Alors il y a deux trois petits casques, mais ils produisent un événement, il se passe quelque chose. Puis ce jeune public, c'est pas un adversaire, on est mis en soi. Enfin, ce jeune public, je sais pas si c'était vous, mais en tout cas c'était moi, clairement. Et puis, en occupant le parc de manière festive, ils exercent juste leur droit d'occuper l'espace public. Et puis c'est aussi le public de demain, enfin c'est déjà le public d'aujourd'hui d'ailleurs, qui viennent nous rappeler qu'ils sont là. Alors, à Montreux, on prend le parti de chercher à mieux les comprendre pour mieux les accompagner. Et puis donc, en enrôlant la majorité, ça permet de circonscrire les problématiques pour un traitement policier ajusté des troublemakers, parce qu'il y en aura toujours, et puis on n'a pas vocation, le travail social il n'a pas vocation à régler tous les problèmes, clairement pas. Puis la médiation urbaine, c'est vraiment loin d'être une utopie, une vision angélique, c'est un projet pragmatique, éthique et opérationnel qui doit vraiment se mettre dans les entre-deux, qui doit travailler sur entre le policier, à quel moment voilà, cette situation nous échappe, on doit la passer au suivant. C'est aussi sur ça qu'on travaille. Puis pour résumer mon propos, je pense aussi, à part ça, je me rends compte que ma thèse de doctorat en cours, elle va tenir dans cette phrase à peu près. Puis aussi avant de lire, je suis en train de faire cette thèse justement, puis moi j'ai besoin de critiques, de discussions et tout, alors n'hésitez pas, qui vous soyez, à m'écrire, à prendre contact avec moi, à venir vers moi. Je suis friand de discuter avec vous, de faire des entretiens, d'avoir vos expériences, l'expérience même des agents qui ont vécu les événements de 2011 à 2017, n'hésitez pas, ce serait avec un immense plaisir. Donc pour résumer, la sécurité ne devrait pas se résumer à incarner des frontières, à contrôler des espaces. Il s'agit avant tout de créer des liens entre les gens, de construire des ponts plutôt que des murs entre les générations. Ici ensemble, on peut avancer. Merci de votre attention.